Bonjour à tous, retour ce matin à un débat qui s'est tenu hier soir dans l'hémicycle, un débat portant sur l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires à la suite du rapport sur le sujet de l'écologiste Corinne Bouchoux et du sénateur UMP Jean-Claude Lenoir. De 1960 à 1996, la France a procédé à 210 essais nucléaires dans le Sahara et dans le Pacifique, engendrant problèmes sanitaires et environnementaux. Une loi en date du 5 janvier 2010 reconnaît et indemnise les victimes des essais nucléaires. Mais voilà, selon les sénateurs, cette loi est insuffisante, d'abord parce qu'elle est trop excluante, parce qu'elle reconnaît trop peu de victimes de ces essais nucléaires. Tout de suite, retour au débat qui s'est tenu hier soir dans l'hémicycle. Monsieur le ministre, chers amis, Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, le débat de contrôle qui s'engage ce soir revêt une double originalité par rapport aux autres débats de ce type organisés depuis plus d'un an à l'initiative de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois que je préside. En effet, le rapport de nos deux collègues, Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir, sur la loi du 5 janvier 2010 sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi Morin, est le premier de nos rapports à conclure à l'épreuve des faits qu'une loi n'a pas du tout répondu aux attentes du législateur. Voilà pour l'aspect négatif. Mais j'en retiens surtout l'aspect positif. C'est en effet le premier rapport à déboucher presque tout de suite, constatant la non-application, sur l'adoption de mesures législatives soutenues par le gouvernement tendant à redresser cette situation anormale. Nous devons à ce propos saluer l'approche constructive de nos deux rapporteurs qui, au-delà de leur sensibilité politique propre, qui rendait sceptique ce qui, vous voyez qu'on leur avait confié à eux deux, un rapport sur un tel sujet, ont su établir un diagnostic objectif et convergent. Je veux saluer encore leur travail. En nous montrant les limites du dispositif initial, ils ont ouvert la voie au dépôt de deux amendements présentés par Corinne Bouchoux sur la toute récente loi de programmation militaire, amendements que le Sénat a adoptés avec l'avis favorable du gouvernement. Pour ma part, je vois dans cette démarche une remarquable illustration du lien naturel entre notre fonction de contrôle et notre activité législative proprement dite. On a contrôlé, on a constaté que ça n'allait pas, initiative a été prise pour proposer une correction et ça a pu être le cas, en particulier parce que le gouvernement en a été convaincu et l'a soutenu. Je tiens également à saluer la contribution de deux autres de nos collègues qui représentent le Sénat au sein de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Marcel Pierre Cléache, tout d'abord, qui a été le rapporteur au Sénat de la loi Morin, et Michel de Messine, ensuite, qui a pris le temps d'assister aux réunions du comité d'indemnisation, le CIVEN, et qui nous a exposé les complications que vivent les victimes et leurs ayants droit de façon tout à fait forte. Pourtant, en votant la loi de 2010, le Parlement avait voulu faire œuvre de justice envers tous ceux qui ont pu subir involontairement et sans le savoir des dommages des essais nucléaires français. Cela vaut aussi bien pour les premiers essais nucléaires en Algérie, dont 4 tirs atmosphériques très polluants dans le Sahara, que lors des campagnes en Polynésie française. Or, si on examine les statistiques, le constat est sans appel. La loi de 2010 n'a pas seulement mal fonctionné, elle n'a même quasiment pas fonctionné du tout. Cela nous a encore été confirmé lors de la conférence de presse que nous avions organisée début octobre à la suite de la publication de ce rapport. Un tel blocage n'était plus tenable, non seulement parce qu'il est injuste, mais aussi parce qu'il jette le discrédit sur la loi et sur la crédibilité de la parole publique. Il était grand temps de réparer cette injustice, d'autant que s'est engagée une véritable course contre la montre, beaucoup des victimes des essais nucléaires étant déjà décédées sans avoir obtenu réparation.
Et la situation va même s'accélérer maintenant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nos rapporteurs ne nous ont pas proposé d'abroger la loi de 2010, qui n'avait pas fonctionné, car sa remise en chantier intégral aurait risqué de retarder à nouveau le processus d'indemnisation. Et c'était bien là le but, l'indemnisation. Pour l'heure, à défaut de pouvoir indemniser les victimes déjà disparues, un des amendements de Corinne Bouchoux permettra à leurs ayants droit de saisir dans les 5 ans le comité d'indemnisation, ce qui va dans le sens d'une meilleure reconnaissance du préjudice subi par ces personnes. Je veux aussi souligner qu'à l'Assemblée nationale, une autre mesure proposée par le gouvernement a été adoptée, étendant à l'ensemble de la Polynésie française les victimes qui peuvent être indemnisées. Le champ était plus réduit et c'était une des raisons pour lesquelles aussi cette loi trouvait du mal à s'appliquer. Reste à s'interroger sur les raisons de ce qu'il faut bien considérer comme la défaillance d'un dispositif législatif. Pourtant, au départ, le contexte juridique et financier se présentait plutôt bien. Les mécanismes mis en place étaient en apparence simples et rapides. Le gouvernement a publié alors les décrets d'application dans des délais très très brefs. Et il faut le souligner, les pouvoirs publics ont aussitôt provisionné d'importants crédits qui n'ont de ce fait pas été consommés. En réalité, je souligne ça parce que très souvent, on vote des lois et puis il n'y a pas les moyens derrière. Il n'y a pas les décrets des fois, mais même quand il y a les décrets, il n'y a pas les moyens. Là, il y avait et les décrets rapides et les moyens. En réalité, comme le rapport le met bien en évidence, le principal facteur de blocage a résidé dans l'instruction des dossiers individuels. Contrairement à l'intention du législateur, des complexités, des problèmes d'application pratique ont généré d'importants contentieux, paralysant plus ou moins le processus, y compris le champ d'application qui a été réglé par cet amendement pour la Polynésie en particulier. Enfin, au final, seulement un nombre infime de victimes ont été indemnisées, faisant naître le doute et dissuadant beaucoup de demandeurs potentiels d'introduire de nouveaux dossiers. Nous sommes confrontés à un cercle vicieux où, pour reprendre l'utilisation utilisée par nos rapporteurs, à une sorte d'impasse législative dont la seule issue est de sortir par le haut. Je laisserai les rapporteurs, bien sûr, dresser l'inventaire des solutions qu'ils préconisent à cet effet, qui viendraient compléter ces premières mesures que le Parlement vient de voter en décembre et en octobre. 2 points me paraissent cependant importants à souligner pour permettre une meilleure application de la loi de 2010, car ils en amélioreraient l'environnement normatif. Le premier concerne la pérennité du financement des indemnisations qui passe par le maintien à niveau des crédits qui y sont consacrés. Il ne faudrait pas que, quand la loi trouvait du mal à s'appliquer, il y avait des crédits provisionnés, et maintenant qu'elle pourrait trouver une nouvelle jeunesse et s'appliquer plus amplement, il n'y ait plus les crédits, inversement. Donc, c'est important. Le rapport propose de sanctuariser l'architecture financière du dispositif et nous devrons y être attentifs dans la durée. Trop de lois achoppant sur l'insuffisance des moyens budgétaires. À une époque d'économie tout azimut, la sous-consommation des crédits observée jusqu'à présent ne devra pas servir de prétexte à rogner sur les dotations à venir. Je veux le souligner puisque ça peut être une tentation à Bercy de se dire en ce moment pourquoi provisionner des crédits qui n'ont pas été dépensés auparavant alors qu'on est en disette budgétaire. Bon. Mais si l'indemnisation pécuniaire est une exigence, ça n'épuise pas le crédit de reconnaissance dont la nation reste redevable envers ces personnes. Le second point serait donc d'ouvrir, parce que j'avais été, moi en tous les cas, particulièrement sensible au cours de la conférence de presse sur ce point, d'ouvrir aux vétérans des essais, sous des conditions déterminées par voie réglementaire, des droits à l'attribution d'une distinction spécifique, comme l'avait suggéré dès 2009 notre collègue Marcel Pierre Cléache. Cette mesure symbolique redonnerait sa juste place à l'ambition de justice affichée en 2010, de reconnaissance, de respect, et serait perçue comme une authentique marque de la nation, de reconnaissance pour le préjudice dont ces vétérans ont été victimes à leur insu. Voilà ce que je voulais dire brièvement en introduction et place au débat. La parole est à Monsieur Jean-Claude Lenoir, co-rapporteur de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois.
Bien, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission de contrôle de l'application des lois, chers collègues co-rapporteurs Corinne Bouchoux, mes chers collègues. La Commission de contrôle de l'application des lois nous a confié une mission il y a à peu près un an qui s'est traduite par un rapport qui porte un titre. Une loi qui n'a pas encore atteint ses objectifs. C'est une approche un peu plus positive que celle qui a été exprimée par le président de la commission de contrôle de l'application des lois. Nous avons travaillé, Corinne Bouchoux et moi, dans les meilleures conditions et, comme je l'ai entendu et la formule est tout à fait élégante, nous avons formé un binôme qui était improbable. Le résultat, je pense, a convaincu que nous pouvons travailler ici en bonne intelligence sur des sujets qui intéressent l'ensemble de nos concitoyens. Je vais, pour ce qui me concerne, consacrer mon intervention à faire un état des lieux, c'est-à-dire quelle est la loi, quelles en sont les principales dispositions. Je vais ensuite identifier les blocages qui ont été relevés et ma collègue Corinne Bouchoux s'attachera ensuite à exprimer un certain nombre de propositions qui ont été faites et également à rappeler les avancées auxquelles le travail que nous avons produit en commun a pu déjà aboutir. C'est donc le 13 février 1960 que la première bombe atomique, on l'appelait ainsi, a explosé dans le Sahara à Regan. C'était dans le cadre de la première opération Gerboise bleue qui comportait 4 tirs. Au total, la France aura procédé à 200 tirs nucléaires, d'abord atmosphériques, puis souterrains, d'abord au Sahara et ensuite, très rapidement, une fois que l'Algérie eut acquis l'indépendance, en Polynésie française. Il faut le dire, la contribution de celles et de ceux qui ont travaillé à ce programme nucléaire s'est faite au prix de sacrifices importants, de souffrances avérées, et parfois, certains ont payé de leur vie l'engagement qui a été le leur. En effet, notamment dans les premières années, les explosions atmosphériques se sont traduites par de vrais accidents. Il y en a eu 4 dans le Sahara à partir de 1962. C'est l'essai Beryl qui a été certainement celui qui a produit le plus d'effets, suivi de 3 autres qui ont entraîné des retombées radioactives, améthyste, rubis et jade, dans la période qui va de 1963 à 1965. Pour être complet, un 5e accident a été relevé en Polynésie. C'était un essai atmosphérique, c'est l'essai Centaure en juillet 1974. Il faut dire que, malgré toutes les précautions qui ont été prises à l'époque, les personnels qui étaient concernés n'ont pas tous toujours été confinés et ils ont, pour certains d'entre eux, subi des retombées radioactives qui ont entraîné des maladies et pour certains même des décès. Cette situation a été l'objet de longs débats depuis longtemps dans les milieux politiques, mais aussi au sein des associations regroupant les vétérans de ces périodes-là. Et dans une période relativement récente, plusieurs initiatives ont été prises venant de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, visant à ce qu'une loi apporte des réponses satisfaisantes à ces personnes. Et c'est finalement le gouvernement précédent, la personne d'Hervé Morin, qui était à l'époque ministre de la Défense, qui a pris l'initiative de faire discuter par le Parlement un projet de loi en 2009, qui est devenu la loi du 5 janvier 2010. Cette loi se fixait 3 objectifs. Le premier, c'était reconnaître et réparer le préjudice des personnes qui avaient été exposées aux radiations. Deuxièmement, c'était simplifier les procédures auxquelles elles étaient soumises. Auparavant, et avant la loi du 5 janvier 2010, ces personnes devaient se tourner vers le tribunal administratif et d'une façon isolée, sans avoir le support juridique adapté. Enfin, troisième objectif, c'était indemniser, c'était réparer, apporter une juste indemnisation par rapport aux préjudices qui avaient été subis. Et notamment, cette loi entraînait
une modification importante. Ce n'était pas à la personne d'exprimer le lien de causalité entre le mal dont elle souffrait et son exposition aux radiations, c'était au pouvoir public de démontrer qu'il n'y avait pas de lien. Alors l'essentiel de cette loi, vous la connaissez. Première, elle pose 3 conditions qui sont des conditions de lieu, de période et de maladie. Les lieux sont connus, c'est le Sahara, il y avait à peu près 40 000 sédentaires qui vivaient là-bas, plus à peu près 10 000 personnes qui travaillaient dans le centre d'expérimentation militaire. Pour ce qui concerne la Polynésie, on peut estimer à peu près à 150 000 personnes le nombre des agents qui ont de près ou de loin travaillé sur les expérimentations, et il faut y ajouter quelques dizaines de milliers de personnes qui appartenaient à la population polynésienne. Donc voilà pour les lieux. Donc ont été identifiés un certain nombre de sites sur lesquels les expositions ont pu se produire. Il y a eu 3 archipels principaux, bien sûr, c'est Moruroa, Fangatofa, Ao, mais il y a eu également, pour des périodes plus courtes, puisque la notion de période était importante, les archipels autour des îles de Gambier, par exemple, mais également Tahiti. L'île de Tahiti, l'île principale de Tahiti, a été soumise à des retombées radioactives en 1974. Après l'essai Centaure, il y a eu des retombées dans la mauvaise direction avec des précipitations qui ont fait que l'île a été touchée. Bien sûr, il faut tout revenir sur les doses qui ont été supportées par ces personnes. Ce sont des doses de un peu plus de 5 millisieverts pour la plupart. Il y en a eu à peu près 900 qui ont été ainsi touchés à un peu plus entre 5 et 10 millisieverts. Alors, finalement, c'est un peu abstrait. On reçoit, nous, Français, par an, 2,4 millisieverts. Bon, mais recevoir 5 à 10 millisieverts en l'espace de quelques heures, c'est évidemment une dose très importante, mais une centaine de ces personnes, en fait, dans le Sahara, ont pu en subir plus de 50. 50, c'est le chiffre maximum qui est admis pour un travailleur aux États-Unis qui exerce son activité dans une centrale nucléaire. Voilà quelques chiffres qui vous permettent de situer l'importance des doses dont il est question. Et ensuite, les maladies ont été également fixées. La liste était conforme à des préconisations du Comité des Nations Unies sur les radiations atomiques. La liste a été exhaustive. Elle a d'ailleurs été complétée ultérieurement, je le dirai dans un instant. Deuxième point concernant cette loi, c'est la mise en place du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, et à côté, la Commission nationale de suivi qui était chargée d'apporter un certain nombre d'avis sur des questions touchant l'application de la loi et les problèmes qui pouvaient se trouver. Troisième point important de cette loi, c'est le lien entre la maladie avérée et l'exposition à des essais nucléaires, c'est la présomption de causalité. Au lieu de demander à la personne concernée de prouver, c'était au pouvoir public de prouver qu'il n'y avait pas eu d'exposition et en tout cas qu'il n'y avait pas eu de conséquences à cette exposition. D'autres points qui ne sont pas négligeables étaient contenus dans cette loi. D'abord, le fait que les ayants droit pouvaient encore, pendant 5 ans après le vote de la loi, donc par rapport au 5 janvier 2010, faire des demandes d'indemnisation. Et enfin, dernier point, les indemnités reçues étaient réputées non fiscalisables, ce qui était également un point demandé par les associations. Au total, tout a été mis en place dans des délais très rapides. Le président de la Commission le rappelait tout à l'heure. La loi date du 5 janvier 2010. Le premier décret a été signé le 11 juin 2010, dans un délai extrêmement court. Second décret le 23 juillet 2010, et ce décret mettait en place le CIVEN, et le CIVEN a pu tenir sa première réunion dès le 20 septembre. D'autre part, les associations s'étaient fortement mobilisées pour avertir leurs adhérents du contenu de la loi. Les pouvoirs publics
ont multiplié les messages d'information, il y a eu une forte médiatisation des dispositions contenues dans cette loi, et pour autant, il faut le constater, c'est la deuxième partie de mon intervention, la loi n'a pas produit les résultats qui étaient attendus. Je me souviens, j'étais moi-même député à l'Assemblée nationale, il y avait eu un très large consensus autour de ces dispositions. Tout le monde était d'accord pour que la France se mette du côté des victimes. Et pour autant, nous n'avons pas eu les chiffres qui étaient attendus. À l'époque, je me souviens, on estimait que sur l'ensemble des populations, donc un peu plus de 200 000 au total, il pouvait y avoir 20 000 demandes, 20 000 dossiers de déposés, et entre 3 000 et 5 000 dossiers qui pouvaient donner lieu à indemnisation. Fin octobre de l'année dernière, il y avait 861 dossiers qui avaient été déposés et seulement 12 d'entre eux avaient donné lieu à indemnisation. Et les 10 millions d'euros qui avaient été inscrits dès le départ dans la loi de finances pour permettre cette indemnisation n'ont été mangés que très partiellement. Au total, 300 000 euros ont été versés. C'est vous dire le décalage qu'il y avait entre, je peux le dire, les espérances, car la classe politique unanime était favorable à ce qu'une réparation juste soit apportée à l'adresse des personnes qui avaient été exposées dans le cadre de ces essais nucléaires. Alors, quelles sont les raisons? Nous les avons approchées, nous les avons bien identifiées. La première des raisons, sans doute, c'est que le Civen n'était pas suffisamment armé pour faire face à l'ensemble des demandes qui pouvaient être faites. Et il y a un paradoxe, puisqu'il n'y avait pas de demandes, mais justement, les moyens du Civen ont été diminués d'autant. S'y ajoute le fait que le Civen avait 2 sites, petites unités administratives, un site à Paris, un autre à La Rochelle, et les communications entre les deux étaient extrêmement difficiles. D'autre part, mais c'est sans doute le point le plus important, la présomption de causalité a donné lieu, contrairement à tous les objectifs de la loi, à des contentieux encore plus lourds que ceux qui existaient auparavant. En effet, que se passait-il? La personne, sur la base du lieu, de la période, de la maladie qui l'affectait, pouvait demander droit à indemnisation. Ce droit a été examiné par le Civen, et comme le Civen, qui manquait d'ailleurs de moyens d'experts médicaux, mais qui aussi était confronté à une vraie difficulté, peut-être n'avait-il pas le recul nécessaire, je dirais l'expérience qui aurait été utile. Et à cet égard, je continue de penser qu'on aurait été bien inspiré de voir ce que les Américains avaient fait de leur côté, les Australiens et les Anglais d'autre part, de leur côté. Toujours est-il que les refus qui ont été opposés par le Civen ont déclenché évidemment des recours devant le tribunal administratif. Et là où le tribunal administratif pensait être, je ne dis pas débarrassé de dossiers qui auraient dû être traités par une autre instance, il s'est retrouvé avec un nombre considérable de contentieux qui sont aujourd'hui encore à l'état d'examen. Certains ont donné lieu à des décisions, d'autres pas. Au total, nous avons vu que les dispositions que l'ensemble de la classe politique avait souhaitées pour régler un problème douloureux, pour apporter de la justice à l'égard de personnes aussi bien en métropole aujourd'hui, situées en métropole aujourd'hui, que des populations sahariennes et polynésiennes, que ces dispositifs n'avaient pas bien fonctionné. Ça a été notre rôle que d'essayer de voir quelles étaient les solutions qui pouvaient être apportées. Certaines d'entre elles sont déjà mises en œuvre. Je veux dire ici que l'ensemble des parlementaires de tous les groupes politiques qui meublent cet hémicycle ne souhaitent que cette loi soit le moyen pour nous d'exprimer notre reconnaissance à l'égard de tous ces personnels, et ce, dans un délai aussi rapide que possible. Sans me substituer à l'autorité du Président, je crois pouvoir donner maintenant la parole à ma collègue Corinne Bouchoux. La parole est effectivement à Madame Corinne Bouchoux, co-rapporteure de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, chers co-rapporteurs, l'état des lieux que nous avons fait ce soir de la difficile application de la loi Morin et du bilan extrêmement faible a été résumé par mon collègue le sénateur Lenoir. 12 dossiers indemnisés sur 861 qui ont été examinés. Tout ça pour ça. Et pourtant, tout avait bien commencé, ça a été dit, des bonnes intentions, une publicité volontaire affichée, des dépliants qui avaient été remis pour que d'hypothétiques victimes se manifestent. Il y a même été mis en place un vrai centre médical en Polynésie et un traitement médiatique tout à fait important qui a permis de donner tout l'impact que méritait ce dossier. Alors, que convenait-il de faire? Nous l'avons dit, nous n'avons pas choisi la solution d'abroger cette loi qui aurait été extrêmement périlleuse à notre avis. Et nous avons donc pris le parti, qui est effectivement assez difficile, de faire des propositions. Cas d'espèce et cas tout à fait nouveau, depuis que nous avons déposé ce rapport, des choses ont bougé, des choses qui vont dans le bon sens et nous voudrions, pendant le temps qui nous est imparti, souligner ces avancées, mais aussi les limites qui nous restent à surmonter. Premier point qui a été tout à fait positif, nous avons acté dans le rapport et nous pensons avoir été entendus par le ministre qu'il ne faut pas figer de façon définitive les critères qui doivent être susceptibles d'évoluer en fonction des progrès de la connaissance, des progrès de la recherche historique, grâce aux archives qui scellent de nouvelles, on va dire, de nouvelles informations. Et donc, on a vu, par exemple, que sur les zones, on a pu étendre la zone. Nous avons vu, même si cela reste discuté par les associations, que la liste des maladies a été étendue. Donc, c'est aussi un progrès en termes de réponse apportée aux victimes. Enfin, ça a été dit tout à l'heure aussi, le fait que l'ensemble du territoire de la Polynésie française a été identifié comme une zone à risque est selon nous aussi un progrès de fond sur ce dossier. Il reste des défis à relever pour le CIVEN, tel que ça a été dit tout à l'heure. Il y a un défi de fonctionnement, puisque ce que nous avons vu, c'est un certain nombre de problèmes au niveau logistique, non-communication entre les sites. Il nous semble, compte tenu de toutes les prouesses qui sont faites au ministère de la Défense, qu'on doit pouvoir améliorer la communication entre deux sites, par exemple en matière informatique. Nous avons aussi signalé, et ça a été entendu, que peut-être la qualité des médecins qui siègent au CIVEN devrait peut-être élargie, notamment à travers des épidémiologistes. Et donc, nous avons essayé de déposer un certain nombre d'amendements qui, pour partie, ont été repris et pour partie, sont restés à l'état de chantier ouvert. Ce qui a été acté, c'est la transformation du CIVEN en autorité administrative indépendante, donc avec on va dire un rôle accru des services du Premier ministre et peut-être une plus grande distance constructive que pourra trouver le ministère de la Défense face à ce dossier. Deuxième approche qui nous a semblé importante, c'est l'évolution dans les compétences et les modes de désignation des membres du CIVEN. Le fait qu'il ait été acté définitivement qu'il y ait un épidémiologiste, c'est bien, même si nous avions demandé aussi que dans les spécialistes qui puissent être désignés, certains puissent être recommandés sur une liste effectivement agréée par les associations. Nous pensons là aussi que ce serait de nature à renforcer la confiance entre les associations de victimes et les médecins qui siègent au CIVEN. Il nous semble aussi important de souligner qu'a été utilement renforcé le principe du contradictoire qui permettra mieux d'assurer la demande de chaque requérant, soit par cette personne elle-même ou par un représentant. Et il nous semble aussi un progrès important concernant la motivation de la décision qui peut, suivant la lecture que l'on fait des amendements qui ont été adoptés, être jugée plus précise. Donc ça, ce sont des pistes tout à fait positives. Et enfin, ce qui nous semble positif depuis notre rapport, c'est que le rôle du CIVEN doit être aussi un rôle de veille avec la production d'un rapport annuel d'activité qui peut-être amènera le CIVEN à s'interroger sur ses méthodes plus qu'il ne le fait actuellement. Alors, en ce qui concerne les défis à relever, ça a été dit par mon collègue, évidemment, et ça a été dit par le président Assouline, il y a le défi de l'architecture financière. Nous avons bien imaginé qu'à l'époque où des personnes extrêmement compétentes avaient fixé cette ligne à 10 millions d'euros, que ces 10 millions d'euros dans un ministère où on sait ce que sont des capacités, où on sait ce que c'est que le raisonnement capacitaire, on a bien imaginé que ce chiffre de 10 millions n'était pas un hasard, c'était un calcul raisonnable, maximal, de ce que pouvaient avoir les victimes.
Et donc, compte tenu de l'âge de naissance des victimes, qui ne vont pas se démultiplier, les victimes, elles sont présentes ou malheureusement décédées, nous pensons qu'il est absolument indispensable de maintenir ces 10 millions d'euros. Donc nous avons noté avec satisfaction que la ligne a été inscrite pour 2014, mais nous aimerions que pour la suite, des garanties soient données, de telle sorte que l'amélioration du dispositif corresponde aussi à des financements. Si nous sommes plus performants, mais qu'il n'y a plus de financement, on sera 2 fois ridicule et les victimes seront extrêmement fâchées, on les en comprendra. Autre défi que nous avons signalé dans notre rapport, c'est évidemment d'encourager le dépôt des dossiers. Donc il y a 2 grandes associations de victimes. Une des associations de victimes nous a assuré avoir 1 millier de dossiers sous le coude. Nous aimerions qu'un dialogue positif soit engagé entre cette association et le ministère pour voir si parmi ces victimes on peut avancer. Deuxième point, peut-être que l'on n'a pas trouvé encore toutes les victimes, nous aimerions qu'une nouvelle campagne d'information puisse se mettre en place, notamment sur le territoire métropolitain, à travers les médecins de ville, les oncologues, qui pourraient utilement, lors des entretiens avec des patients, vérifier s'ils n'ont pas séjourné soit en Algérie, soit en Polynésie. Il y aurait bien sûr aussi un volet sûrement diplomatique qui nous échappe et qui échappait à ce rapport concernant nos relations avec l'Algérie pour voir si on a vraiment fait toutes les informations auprès des populations concernées. Nous n'avons pas eu de certitude à ce propos. Dernier point, et ça c'est peut-être le point crucial, on nous a bien expliqué qu'il y aurait eu, ça a été dit par mon collègue, 150 000 personnes sur zone, sans compter les habitants qui sont aussi très nombreux. Donc on nous a parlé d'une population totale de 500 000 personnes, 150 000 qui sont partis et en tout 500 000. Bon, ces chiffres sont sujets à caution, mais en tout cas il serait important que pour les personnels, par exemple militaires, via le signalement de la pension, on puisse faire un document explicite qui fasse en sorte que toutes les personnes soient informées de cette loi et ne puissent pas être passées à côté. Alors il y a des défis qui restent en fait à relever aussi. Donc ça a été dit, c'est la question qui nous a été souvent posée par les associations de victimes d'une reconnaissance de leur participation, soit comme civile, soit comme militaire, à cette activité. C'est quelque chose qui est revenu de façon extrêmement importante. Nous aurions aimé que sur ce point, qui n'est pas le plus onéreux, un geste important puisse être fait. Et puis le dernier point que nous avons souligné dans notre rapport, sans pouvoir extrêmement aller plus loin, parce que là, pour le coup, il n'y aurait peut-être pas eu le consensus qu'il y a eu de l'ensemble des membres de la commission sur ce rapport, c'est la question de ce que nous avons appelé pudiquement le nœud du risque négligeable, avec un logiciel qui calcule effectivement si le risque auquel a été exposée la personne a été suffisant ou non. Et donc là, il nous a semblé, même si pour la suite nous aurions des points de vue différents sur les suites à donner à ce logiciel qui n'avait pas été fait pour ce type d'exercice et au calcul du risque négligeable, nous nous sommes demandé malgré tout si le point de blocage fondamental de la loi Morin ne résidait pas dans ce nœud du logiciel et du calcul de probabilité qui, en 2 lignes, bloquait tout ce que la loi, par ailleurs, ouvrait. Et donc nous avons là, sans en tirer de conclusion, vu que ce que la loi Morin ouvrait en théorie était verrouillé, bloqué, avec le calcul du risque négligeable et ce logiciel. Pour le coup, Monsieur le Ministre, au jour d'aujourd'hui, puisque l'histoire a avancé, nous constatons un double mouvement, un mouvement qui nous semble positif. Premièrement, la reconnaissance sur laquelle tout le monde s'accorde que ces essais n'ont pas été des essais propres. Ce sont des essais qui ont été sécurisés avec, ça a été dit, des accidents, des aléas et donc des surexpositions et donc des victimes. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. On a bougé sur le périmètre des zones géographiques concernées dans le sens d'une extension, c'est positif. On a bougé sur la liste des maladies, c'est positif. Néanmoins, un débat scientifique est posé sur quelques autres maladies qui peuvent être reconnues dans le cas d'exposition à ces essais nucléaires. Donc ça, c'est un débat qui n'est pas tranché, que nous n'avons volontairement pas tranché dans notre rapport. Et il y a en fait ce que nous avons vu dans l'ensemble de ce rapport, ce qui a donné lieu, mes collègues ne l'ont pas dit, mais à une conférence de presse extrêmement animée et vivante, à ce qui serait un petit peu la leçon à tirer de ce rapport et de cette loi, une loi avec les meilleures intentions du monde, une loi
avec les meilleures motivations du monde, une loi avec les meilleures intentions, à partir du moment où elle ferme d'une main ce qu'elle ouvre d'une autre, reste inopérante. Donc il y a peut-être la lecture un petit peu pessimiste qu'on a eu en premier de dire ça n'a pas fonctionné. Il y a eu l'introduction qui est de dire pour le moment ça n'a pas fonctionné. Nous aimerions que ce soir, Monsieur le Ministre, vous puissiez, à quelques mois de diverses échéances électorales, donner à ces victimes qui sont impatientes, qui sont des personnes responsables, qui ont fait leur devoir, est-ce qu'on pourrait leur donner des signes palpables du fait que notre travail sert et du fait que nous entendons les problèmes qui restent entiers pour ces victimes, dont beaucoup sont malheureusement, nous le savons bien, décédées. Je vous remercie de votre attention. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Tout d'abord, M. Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC. Voilà, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France a fait, depuis le lancement de notre programme nucléaire dans les années 50, des choix courageux, justifiés au nom de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Près d'un demi-siècle plus tard, nous mesurons à quel point ces efforts ont porté. Notre pays est aujourd'hui reconnu comme une des grandes puissances nucléaires de ce monde, tant sur le plan civil que militaire. L'engagement des forces vives de notre pays dans l'énergie nucléaire nous permet aujourd'hui de tirer notre épingle dans le jeu de la concurrence internationale et de dissuader, sur le plan militaire, ceux qui auraient été tentés de menacer l'intégrité de notre territoire. Ce demi-siècle de succès a un prix. Les rapporteurs l'ont rappelé, entre 1959 et 1996, les 210 essais nucléaires qui ont été réalisés dans le Sahara algérien, puis en Polynésie française, n'ont pas été sans conséquences. Nombreux de nos concitoyens, militaires de carrière, appelés de contingent, travailleurs civils sur les sites militaires et bien sûr populations locales ont été les victimes de différents degrés d'irradiation ou d'autres troubles liés au contact ou à la manipulation de matériel nucléaire. Le rapport récent, dressé par votre commission de l'application des lois, fait état du chiffre de 150 000 personnes sur toute la période, quel que soit leur statut. On mesure ainsi à quel point le nucléaire est indissociable de notre histoire nationale. À ce titre, il est tout à fait légitime et cohérent qu'un régime approprié d'indemnisation ait été mis en place, nous sommes tous d'accord là-dessus, et une compensation pécuniaire est le moins que l'on pouvait attendre pour ces Français qui ont payé le prix fort de notre indépendance militaire et énergétique. L'État a donc a pris ses responsabilités devant le législateur lorsque le gouvernement, à l'initiative d'Hervé Morin, a proposé en 2010 la création d'un régime de responsabilité sans faute visant à assurer la réparation intégrale du préjudice pour les victimes selon une procédure simplifiée de demande d'indemnisation. C'était aussi une reconnaissance des souffrances de ceux qui, par leur travail ou du fait de leur présence à proximité des sites, ont développé une maladie radio-induite. Notre débat de ce soir ne porte donc pas sur le bien-fondé ou non de l'existence de ce régime, bien sûr. Ce régime, le mérite d'exister, de répondre à l'une des exigences les plus importantes de ceux qui ont volontairement ou involontairement souffert pour la France. Il porte ce débat en réalité sur le périmètre et la portée de l'indemnisation, sa mise en œuvre. Depuis, et sachant par ailleurs que la France ne pratique plus d'essais depuis 1996, raison de plus pour solder cette période de manière complète et respectueuse. Notre débat n'intervient pas à un moment anodin. L'Assemblée nationale a voté à une belle unanimité en novembre dernier un texte permettant l'extension du champ de l'indemnisation à l'ensemble de la Polynésie française. Les travaux de la commission sénatoriale pour l'application des lois ont ainsi mis en évidence que si l'esprit de la loi de 2010 demeurait pertinent, son application laissait à désirer. Le critère d'évaluation mis en avant est avant tout quantitatif. Il est vrai qu'à cet égard, la loi de 2010 restreignait l'indemnisation, outre le critère temporel de résidence, à certains lieux, certains atolls de l'archipel Pacifique. Je pense notamment aux atolls de Mururoa, Fangatofa, Ao et à l'île de Tahiti. Cette démarche était tout à fait cohérente et rationnelle pour l'époque, puisqu'elle permettait d'ouvrir l'indemnisation à ceux qui avaient été les plus exposés aux conséquences de ces essais, pensait-on. En
En effet, le rapport Bataille de 2001 estimait que les populations locales qui avaient été associées au programme d'expérimentation depuis 1966, avaient été peu exposées en Polynésie. Ce rapport sous-estimait un phénomène qui a été mis en évidence en 2006 par une commission d'enquête parlementaire. Il s'agit du fait que les essais atmosphériques ont conduit à des retombées radioactives sur de plus larges zones que celles prévues initialement. Dès lors, il était fondamental de prendre Tahiti en compte. Pour autant, il est apparu, suite à la récente déclassification des documents secrets défense, que les retombées radioactives ont été plus importantes que celles qui étaient à notre connaissance lors de l'adoption de la loi de 2010. Donc là aussi, les choses ont évolué. En effet, de nombreux membres d'équipage de bâtiments de la Marine nationale auraient été exposés. De plus, à périmètre d'indemnisation constant, le travail du Sénat a permis de mettre en évidence le sous-emploi du dispositif, vous l'avez encore rappelé à l'instant, Madame et Monsieur le rapporteur, le sous-emploi du dispositif de 2010, puisque sur les 2000 à 5000 dossiers indemnisables, selon les projections faites alors, seules 840 demandes ont été réalisées. Seules 11 d'entre elles ont abouti, dont 4 en Polynésie. Vous avez rappelé les montants sur un fonds de 10 millions d'euros inscrits chaque année dans le budget. C'est 266 000 euros qui auraient été consommés seulement en 2012, par exemple. Ces éléments sont-ils alors le symptôme d'un dysfonctionnement du régime mis en place en 2010 ? Le régime fonctionne, ce qui pose problème, c'est le ciblage, le périmètre, la politique d'indemnisation. Dès lors, la première des questions qui se pose est celle de l'équilibre. En effet, une juste balance doit être faite entre la nécessaire et légitime extension du périmètre de l'indemnisation et la préservation du caractère exceptionnel d'un tel préjudice. On mesure à quel point il serait facile et tentant pour certains d'ouvrir grand les vannes de l'indemnisation pour mieux mettre en cause le bilan de notre demi-siècle nucléaire. D'ailleurs, personne dans le débat d'aujourd'hui ne tombe dans ce travers. C'est de ce genre de dérive que nous devons nous prémunir en tout cas, et c'est cet écueil qui doit nous encourager avant tout à trouver une démarche qui concilie bien sûr l'empathie pour les victimes, mais aussi une démarche rationnelle. En deçà de cette précaution, il faut nous garder de faire de l'indemnisation un revenu à part entière pour des personnes qui n'auraient pas été exposées à ces radiations. L'indemnisation doit couvrir les difficultés supportées par ceux et la famille de ceux qui ont souffert des retombées des essais nucléaires. Ça pose d'ailleurs la question des ayants droit des personnes éligibles, des personnes éligibles à l'indemnité après la disparition de ces personnes. Ce débat, je crois, reviendra devant le Sénat le moment venu. Je ne m'y arrête pas. Dans l'immédiat et en attendant ce débat, je veux saluer à mon tour, au nom des membres du groupe UDI-UC, le travail réalisé par la commission sénatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, vous avez fait un travail tout à fait remarquable et dans un contexte qui n'était pas évident. Quand on voit les débats qu'il y a pu y avoir encore il y a un certain nombre d'années, et ceux qui suivaient ces questions s'en souviennent, où c'était presque un sacrilège d'évoquer cette question de l'indemnisation, voire même de son ampleur. Quand on voit même, d'ailleurs, je crois qu'on peut tous balayer devant notre porte, le fait qu'on ait pu, de bonne foi, dans des rapports parlementaires, il y a à peine plus de 10 ans, sous-estimer les retombées à partir d'éléments dont on pouvait disposer à l'époque. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, et comme vous l'avez dit vous-même, même dans les récentes années, depuis le 2010, le regard a encore évolué au vu d'éléments qui n'étaient pas avérés à l'époque. Ça doit nous rendre modestes, ça doit nous rendre évidemment ouverts à tous ces éléments nouveaux qui peuvent apparaître. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a une vision tout de même maintenant relativement consolidée de l'ampleur et du périmètre où il y a pu y avoir des personnes, des victimes concernées. Et effectivement, le travail de la commission d'évaluation, qui montre d'ailleurs à cette occasion, une fois de plus, sa pertinence, arrive à point nommé. Et ce qui est vrai sur ce texte est sûrement vrai sur d'autres textes. Il en est temps qui ne sont pas ou mal appliqués. En tout cas, je voulais, au nom de mon groupe, vraiment vous remercier de ce travail tout à fait remarquable. Nous nous sentons vraiment utiles aujourd'hui. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Michèle de Messine pour le groupe CRC.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers amis, mes chers collègues, le débat que nous avons ce soir, qui prend appui sur l'excellent rapport de nos collègues Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir sur l'évaluation de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, illustre concrètement l'utilité d'un contrôle parlementaire sur l'application des lois par le gouvernement. En effet, on s'est rapidement aperçu à l'usage que la loi numéro 2010 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français fonctionnait mal et se heurtait à des difficultés importantes. À cet égard, l'aspect qui retient le plus l'attention et qui suscite le mécontentement des associations de vétérans est le fait que, contrairement aux estimations, très peu de dossiers d'indemnisation sont déposés et que la plus grande partie sont rejetés. Ainsi, en octobre dernier, 861 demandes avaient été reçues et seulement 12 indemnisations accordées. Et si la loi s'avère à ce point inopérante, il faut donc y remédier. C'est un sujet douloureux puisqu'il s'agit de réparer le préjudice vécu dans leur corps dont ont été victimes des hommes qui ont contribué à assurer l'indépendance et la place de la France dans le monde. Au risque d'ailleurs d'être grandiloquente, je n'hésite pas à dire qu'il en va de la crédibilité du Parlement, de la loi et de la République. Il faut se souvenir que cette loi, adoptée 14 ans après les derniers essais, était l'aboutissement d'un long combat mené par des associations et qu'il fut relayé par les parlementaires de toute tendance, ça a été souligné plusieurs fois, afin que soit officiellement reconnu par l'État un statut de victime des 210 essais nucléaires pratiqués par notre pays de 1959 à 1996. Notre groupe s'était à l'époque prononcé contre son adoption car nous estimions que le ministère de la Défense de l'époque, M. Hervé Morin, refusait en réalité d'ouvrir un véritable droit à l'indemnisation. Il s'opposait en effet à la création d'un fonds spécifique et autonome au sein duquel auraient siégé les associations représentatives telles qu'il en existe pour l'amiante ou d'autres maladies professionnelles. C'est la raison principale pour laquelle, outre ces imperfections, et bien qu'elle vise à simplifier les demandes d'indemnisation en évitant de recourir à la justice pour obtenir réparation, nous avions pressenti qu'elle serait inopérante pour créer ce droit. Nous jugeons par ailleurs qu'une telle indemnisation à minima était révélatrice du souci de la moindre économie de la part de l'État ainsi que de l'état d'esprit d'un lobby militaro-nucléaire qui a longtemps prétendu que nos essais ne pouvaient qu'être propres. Cette loi a incontestablement créé un mécanisme trop restrictif. À cela se sont ajoutées une délimitation contestable des périmètres irradiés et une liste trop limitée des maladies radio-induites. Ces insuffisances ont été corrigées depuis par le ministre de la Défense, dont je veux ici saluer la capacité d'écoute et son ouverture pour résoudre ces problèmes. Ainsi, le combat d'associations comme l'AVEN et Mururoa Tattoo, les nombreuses interventions de parlementaires demandant une évaluation de la loi et qui, pour le Sénat, ont débouché sur le rapport de nos collègues, n'ont pas été, ça a été souligné aussi, sans influence sur la juste décision du ministre de commander à son tour au contrôle général des armées et à l'inspection générale des affaires sociales une étude commune analysant les procédures et les modalités d'application. Il faut en premier lieu relever que notre rapport sénatorial, tout comme celui de l'Assemblée nationale, du CGE et de l'IGAS, ne préconise pas de remettre en cause un dispositif qui repose essentiellement sur des données scientifiques reconnues par la communauté internationale et sur des méthodologies validées par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il propose plutôt d'améliorer et non de modifier ce dispositif afin de donner un second souffle à la loi. Le rapport de nos collègues a notamment permis de faire avancer la réflexion sur l'élément central de la procédure d'indemnisation, qu'est le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. L'un des principaux reproches faits à cette structure décisionnelle
était son manque d'indépendance et celle de ses membres à l'égard du ministère de la Défense. L'une des préconisations du rapport a été concrétisée par la transformation législative du CIVEN, dernièrement en autorité administrative indépendante. La transformation de cette structure, en retirant au ministère de la Défense son rôle décisionnel en matière d'indemnisation, est une avancée majeure qui permet de répondre aux critiques selon lesquelles un soupçon de partialité pesait sur les décisions prises par le ministre. Les études sur les difficultés d'application de la loi Morin et ses effets mineurs sur l'indemnisation des victimes, les différents rapports, et en particulier, bien sûr, le nôtre, ont conduit le gouvernement à étendre à tout le territoire de la Polynésie française le périmètre ouvrant droit à l'indemnisation. Au-delà de la seule réparation d'une injustice discriminante, cette mesure a également un caractère symbolique, en ce qu'elle manifeste à nos compatriotes de Polynésie la reconnaissance de leur contribution à l'efficacité de la politique de dissuasion nucléaire de l'époque. Je sais enfin que les principales associations représentant les victimes auraient préféré des modifications portant sur l'ensemble de la loi et sur d'autres aspects. Solution qu'il faut cependant ne pas exclure si toutes les améliorations apportées et celles qui ne manqueront pas de suivre et dont nous débattons aussi au sein du comité de suivi, si le dispositif ne répond toujours pas aux attentes légitimes des victimes et si le nombre d'indemnisations reste toujours à un niveau qui lui enlève toute crédibilité. Un point important qui focalise l'insatisfaction exprimée par les associations représentant les victimes porte sur une différence d'interprétation qui est source de contentieux administratifs. En effet, dans la méthodologie de calcul du comité d'indemnisation, la réintroduction de la dosimétrie comme critère déterminant de l'indemnisation, alors même que celui-ci avait été écarté lors des débats parlementaires, n'a pas respecté l'esprit de la loi qui avait établi une présomption de causalité excluant la notion de seuil. En effet, la méthode employée, qui consiste à calculer la probabilité qu'un cancer soit la conséquence de l'exposition, notamment en fonction des relevés dosimétriques, ne suffit pas, aux yeux des associations de victimes, pour apprécier au cas par cas le degré d'exposition du demandeur. En dernier lieu, dans un même souci d'impartialité du CIVEN, cela a été souligné dans le rapport, j'avais fait moi-même la proposition au comité de suivi à l'issue de ma participation en tant qu'observateur à une session du CIVEN, il pourrait être utile d'intégrer en son sein, le CIVEN, un expert médical désigné par les associations de victimes, afin d'avoir une procédure d'examen des dossiers parfaitement contradictoire, qui préserverait bien entendu, parce que je sais que c'est un des éléments, je dirais, d'inquiétude, qui préserverait bien entendu le secret médical. Monsieur le ministre, je souhaiterais donc qu'un point concret, je vous demande d'en être l'interprète auprès du ministre de la Défense, je souhaiterais donc qu'un point concret sur les améliorations qui pourraient encore être apportées à la loi soit fait lors de la prochaine réunion de la commission de suivi qui, comme s'y est engagé le ministre, devrait avoir lieu prochainement en janvier. Voilà, je compte sur vous pour lui faire passer ce message, pour que nous puissions continuer à travailler ardemment, comme nous avons déjà commencé à le faire, à l'amélioration de cette loi, sinon nous serons tous discrédités. Voilà. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Robert Tropeano pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 4 ans, presque jour pour jour après la promulgation de la loi du 6 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, nous avons ce soir l'occasion d'en faire le bilan.
Le RDSE, sensible au devoir de réparation, s'en réjouit. Comme l'ont indiqué les auteurs du rapport de la Commission pour le contrôle de l'application des lois, il s'agit de rechercher les causes du décalage existant entre les attentes très fortes qui avaient abouti à l'adoption d'un texte et son insuffisante portée au regard du petit nombre de dossiers d'indemnisation aboutis. En effet, cette loi était très attendue. Comme vous le savez, mes chers collègues, elle consiste à établir un droit à réparation au profit des personnes souffrant d'une pathologie radio-induite du fait de leur exposition au rayonnement ionisant produit à l'occasion des essais nucléaires français effectués entre 1960 et 1996. Au-delà de la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation, au fondement de la démarche législative, ce texte reconnaît in fine la responsabilité de l'État dans l'insuffisante protection des populations. Des accidents se sont malheureusement produits au cours des essais. En 1962, le tir de Beryl a laissé échapper un nuage radioactif et sur les 13 tirs réalisés en Polynésie, 4 n'ont pas été totalement confinés. Longtemps, une chape de plomb a été maintenue sur la réalité des risques que l'on faisait courir aux populations sur zone, ainsi qu'aux militaires chargés des essais. Le prétexte de l'absence de données scientifiques a souvent servi à occulter une réalité sanitaire. La France avait choisi de tenir son rang en affirmant sa puissance nucléaire. On peut le comprendre. Dans le contexte de la guerre froide, il était difficile de remettre en cause ce choix, d'ailleurs poursuivi sous tous les gouvernements, jusqu'au moratoire décidé par le président Mitterrand en 1992, puis l'abandon des essais nucléaires en 1996 sur décision de son successeur Jacques Chirac. Pour autant, ce choix stratégique aurait pu s'accompagner d'une meilleure évaluation des risques pour mieux les contenir. Certains témoins se souviennent, en Polynésie, des hangars agricoles qui servaient d'abri anti-radiation. Les moyens n'étaient pas à la hauteur des dangers et de nombreuses personnes l'ont payé dans leur chair. 14 ans après l'arrêt des essais, la loi du 6 janvier 2010 a ainsi reconnu pleinement les souffrances de toutes les victimes des essais nucléaires. Elle répondait enfin aux vœux exprimés pendant des années par les parlementaires et avant eux par les associations représentant les victimes. Au premier rang, les Sahariens, les Polynésiens et les métropolitains, civils et militaires concernés par les 210 essais nucléaires atmosphériques ou souterrains qui espéraient beaucoup d'un texte reconnaissant leurs préjudices. Certains d'entre eux étaient engagés dans des procédures judiciaires longues, coûteuses et moralement éprouvantes. Une clarification législative était nécessaire pour stopper un contentieux aux résultats aléatoires et donner un cadre précis à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais force est de constater que la procédure de réparation instituée en faveur des victimes des essais nucléaires n'a pas porté ses fruits de façon suffisante. Je rappellerai que l'étude d'impact jointe au projet de loi avait alors évalué à 147 500 le nombre de personnes concernées par les essais, auxquelles il fallait ajouter les populations autochtones exposées dans les zones de retombées des rayonnements ionisants. Or, comme le mentionne le rapport, au 24 juin 2013, ce sont seulement 840 dossiers qui ont été déposés et 11 indemnisations ont été accordées. On est loin de la prévision de 2 000 à 5 000 indemnisés que nous avions tous évoquée dans les débats de 2009. Pourtant, la loi, dès son adoption, a été appliquée avec célérité. Les décrets d'application ont été publiés rapidement, dans un délai de 6 mois, conformément à la circulaire du 29 février 2008. La structure principale, le CIVEN, a été installée mi-2010. Quant au financement de l'indemnisation des dossiers recevables, les gouvernements successifs se sont employés à maintenir la dotation de 10 millions d'euros inscrite chaque année au sein du programme Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la loi des finances. Le consensus qui régnait sur la nécessité d'adopter une loi d'indemnisation a conduit naturellement à cette promptitude dans son application. C'est dans le même esprit constructif
que nous devrions nous entendre pour améliorer le rendement du texte. La Commission pour le contrôle de l'application des lois a relevé les limites du dispositif. Un nombre trop faible de dossiers déposés, le manque de moyens du CIVEN et la question de la présomption de causalité qui est source d'un contentieux devant le juge administratif. La Commission a suggéré plusieurs préconisations que je partage et que nous partageons pour la plupart. D'une façon générale, le principe qui consiste à conserver la loi initiale, sous réserve d'apports réglementaires, me paraît une bonne chose. Plus de moyens pour le CIVEN, plus de transparence et plus d'informations pour favoriser le dépôt des dossiers sont autant de mesures que les pouvoirs publics peuvent rapidement mettre en œuvre. Je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous preniez très vite des engagements sur toutes les pistes évoquées par la Commission. Le droit à réparation n'a de sens que s'il est effectif. Aujourd'hui, le peu de dossiers déposés, mais surtout le rejet de la plupart d'entre eux, est un mauvais signe à l'égard de ceux qui, volontairement ou malgré eux, ont participé à la grandeur de la France. À leur égard, l'État a un devoir de réparation, un devoir de reconnaissance qui doit être à la hauteur des espoirs suscités par la loi du 6 janvier 2010. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jacques Gauthier pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais excuser notre collègue Marcel Pierre Cléache, qui regrette vivement de ne pouvoir être présent ce soir. Je tiens à lui rendre hommage car il a été un remarquable rapporteur de la loi Morin, loi que la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a qualifiée de juste, rigoureuse et d'équilibrée. Je tiens aussi à saluer le travail de nos rapporteurs, Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir, qui ont su aborder sereinement un sujet difficile et sensible et qui ont évité le piège d'une politisation de ce travail. Mes chers collègues, bien des problèmes subsistent, j'y reviendrai. La loi Morin constitue cependant une avancée inégalée dans l'histoire de notre défense nationale. Aucune loi n'est parfaite, nous le savons bien ici, mais toutes doivent être motivées par la rigueur et la justice. Et grâce au contrôle parlementaire, celle-ci peut être évaluée et renforcée. Nous ne siégeons pas au sein de simples chambres d'enregistrement de la loi. Dès lors, c'est un honneur pour chacune et chacun d'entre nous de pouvoir la corriger afin qu'elle réponde au plus près aux besoins de nos concitoyens et à la réalité de leur quotidien. Cela a été dit, entre 1960 et 1998, la France a procédé à 210 essais nucléaires au Sahara algérien, puis en Polynésie française. Au cours de ces essais, des retombées radioactives ont exposé les personnels militaires et civils et les populations autochtones aux rayons ionisants. Certains d'entre eux ont pu développer des maladies dites radio-induites, c'est-à-dire des cancers. Pendant des dizaines d'années, les associations de vétérans atteints par ce type de pathologie se sont battues pour que notre République les reconnaisse en tant que victimes et leur octroie un droit à l'indemnisation. Leur combat de longue haleine, aussi bien relayé tant par de nombreuses associations que par des élus de tous bords, a porté ses fruits. En tout, ce ne sont pas moins de 18 propositions de loi à l'initiative de députés ou de sénateurs qui furent déposées sur ce sujet, mais aucune n'avait abouti à un vote favorable. Face à cette volonté parlementaire et à la pugnacité des associations, Hervé Morin avait annoncé en novembre 2008 qu'il présenterait un projet de loi afin de rendre justice aux vétérans dont certains ne sont malheureusement plus là aujourd'hui. Une vraie volonté de justice n'a eu de cesse de guider les travaux préparatoires tout au long de l'élaboration de ce projet de loi. À ce titre, il me paraît important de rappeler la méthode avec laquelle ce texte a pu voir le jour. Le ministre avait organisé un grand nombre de réunions de travail très ouvertes, en présence de députés, de sénateurs de toutes tendances, ainsi que des représentants des associations
et les élus de la Polynésie française. Je me permets de suggérer que cette méthode soit plus utilisée car elle permet une véritable coproduction législative fondée sur la consultation et évite souvent des couacs et des rétropédalages. Aussi, avec l'adoption de la loi Morin, on peut dire, non sans émotion, que la France et notre défense nationale avaient rendez-vous avec elle-même. Il était grand temps, en effet, de mettre fin à un tabou qui hantait les archives du ministère de la Défense. Je me réjouis donc que le gouvernement ait eu à l'époque le courage d'assumer les conséquences d'un choix stratégique qui remonte à plus de 50 ans, celui de la dissuasion nucléaire. Ce choix gaullien, confirmé depuis par tous les présidents de la République, permet aujourd'hui encore à notre pays de jouer un véritable rôle sur la scène internationale et de peser dans le concert des nations, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies. Enfin, c'est un choix qui nous permet de garantir la sécurité de nos concitoyens et celle de nos intérêts vitaux. Cette loi, quoi qu'on puisse en penser avec le recul, fut empreinte de courage politique. Si d'autres ont eu pour seule action d'appliquer le moratoire international sur les essais nucléaires, ils n'ont pas témoigné d'une grande préoccupation quant aux conséquences des essais sur les populations. Le courage politique a été d'assumer le passé. Assumer, c'est reconnaître pour enfin répondre au vide juridique dans lequel se trouvaient les victimes. Trop de demandes d'indemnisation se sont transformées, cela a été dit, en d'interminables procédures devant un tribunal administratif qui, dans la majorité d'États, ne pouvaient bénéficier ni d'éléments concrets et officiels relatifs aux contaminations radioactives, ni d'expertise médicale spécifique. Malheureusement, et nous le savons bien, les cancers sont des maladies terribles et sans signature, donc il est encore très difficile d'identifier l'origine. La poursuite des recherches actuelles sur la potentielle prédestination génétique en témoigne. En outre, dire que les essais nucléaires n'ont eu aucune conséquence serait plus que déraisonnable, ça serait une faute. C'est pour cette raison que le décret d'application de la loi Morin est sorti rapidement, là aussi cela a été dit, et qu'il établissait une liste de maladies reposant sur les expertises et les recherches les plus avancées menées par l'UNSCER, qui est le comité scientifique sur les effets des radiations atomiques des Nations unies. Une des avancées majeures de ce texte tenait au fait qu'il ne se limitait pas au seul personnel ayant travaillé sur les sites d'expérimentation, mais qu'il s'adressait aussi aux populations qui vivaient à l'époque autour des centres d'essai. Dès lors, victimes militaires et civiles pouvaient déposer une demande d'indemnisation à un comité créé spécialement par la loi. Cela atteste d'un autre point fort du texte, la rigueur. Il ne s'agissait pas de mettre en place une indemnisation massive et systématique, car cela serait revenu à nier la spécificité même des victimes. Le comité d'indemnisation, composé d'experts médicaux nommés par la Défense et la Santé, sur proposition du Conseil de la santé publique. Cette implication des deux ministères traduisait la volonté de parfaire transparence vis-à-vis des victimes. Au souci de transparence s'est ajouté celui du respect de la mémoire. Ce texte, en effet, a pris en compte également les ayants droit des victimes malheureusement décédées et qui pouvaient, pendant 5 ans, après les lois, constituer un dossier de demande de réparation. Il est important de préciser que le ministre et les parlementaires à l'époque avaient souhaité imposer un temps limité au comité d'indemnisation pour ces expertises. 6 mois nous semblait déjà important, car les victimes souffrant d'un cancer n'ont pas le temps d'attendre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, et je le dis à ma collègue Michel de Messine, aucun fonds d'indemnisation ne fut créé, car mes chers collègues, ce type de structure administrative se caractérise souvent par des lourdeurs et des lenteurs qui sont intolérables pour les victimes, pour qui chaque jour est un jour précieux. Je ne reviendrai pas sur l'exemple de l'amiante et du fonds de concours, je crois que c'est l'exemple qu'il ne faut plus suivre. Enfin, la volonté, 2 ans et demi pour le mettre en place, le fonds, 2 ans et demi. Enfin, à la volonté de justice, de transparence et de rigueur, s'est ajoutée la volonté d'évaluation. La commission consultative du suivi des conséquences des essais fut mise en place. Y siégeaient, je vous le rappelle, y siègent encore les représentants d'associations de victimes,
4 parlementaires, les représentants du ministère de la Santé et de la Défense, le président ou son représentant du gouvernement de Polynésie, ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées sur ces sujets. Je voudrais saluer à l'époque cette volonté d'impliquer les associations de victimes jusqu'au terme de la procédure. Rappelons qu'elles sont à l'origine du texte, c'est-à-dire jusqu'au versement de l'indemnisation à la victime, ce qui nous paraissait tous ici primordial. D'abord pour les victimes, qui, au travers de l'évaluation d'un comité, devaient trouver un soutien dans leur démarche. Enfin, la création de cette commission était révélatrice de l'esprit du projet de loi. Cette loi, trop longtemps attendue, fixait les conditions de procédure d'indemnisation justes en se fondant une étude au cas par cas, ce que d'ailleurs le rapport continue de préconiser, car ces pathologies sont spécifiques comme chacune des victimes. Nous devons donc nous féliciter de cette approche, car elle préserve le caractère personnel et humain des dossiers. J'ai été un peu long, je le regrette, sur cette partie, mais pour avancer et améliorer maintenant ce qui doit l'être, il était important de bien comprendre comment les choses s'étaient passées. 4 ans après la loi Morin, nous le savons tous, cela a été dit, les dysfonctionnements demeurent. Chiffres à l'appui, les indemnisations se font au compte-gouttes et c'est insupportable, et le sentiment d'injustice perdure, et je dirais qu'il est naturel. En cela, les objectifs de la loi n'ont pas été atteints. Lors de l'élaboration, là aussi mes collègues l'ont rappelé, on envisageait 20 000 personnes concernées et le nombre de personnes indemnisables était de 2 000 à 5 000. Nous en sommes très loin. 840 dossiers déposés en 2013, 11 indemnisations. C'est bien pour les 11 en question, mais c'est là aussi insupportable. Et ce, en dépit des moyens conséquents et constants qui ont été mis en place, 10 millions d'euros chaque année depuis 2009. En réalité, et je rejoins ce que disait le rapporteur Jean-Claude Denoire tout à l'heure, c'est des problèmes structurels et de fonctionnement qui, me semble, ont bloqué l'esprit de la loi Morin. C'est bien sûr le CIVEN qui manquait de moyens humains, qui était divisé en 2 entités géographiques. Surtout, il est clair que le CIVEN n'avait pas la capacité à recruter les experts médicaux spécialistes de l'indemnisation, sans les expertises desquels on ne pouvait pas agir. Cela prouve bien que la loi n'est pas un échec, qu'au contraire, elle fut peut-être trop ambitieuse face au manque de moyens et de personnel spécialisé, et cela malgré les budgets qui avaient été affectés. Par ailleurs, notons, mes chers collègues, qu'il y a quelques mois ici, 1 mois tout juste, nous avons modifié le décret initial faisant état des maladies concernées le 30 avril 2012, pardonnez-moi. Le décret initial faisant état des maladies concernées fut modifié et c'est maintenant 21 pathologies qui ont été reconnues comme possibles radio-induites. L'un des principaux problèmes, et nous avons tous été surpris, a été le très faible nombre de dépôts de dossiers d'indemnisation. Madame Bouchoux, vous rappelez que vous avez souhaité des campagnes d'information, qu'elles soient renouvelées à destination notamment des populations locales. Je crois vraiment que c'est une bonne avancée, même si nous savons bien que les associations ont déjà sensibilisé les populations et qu'un centre de suivi médical existe en Polynésie. De même, Madame Bouchoux, je souligne votre proposition qui viserait à attribuer une reconnaissance qui ne soit pas d'ordre militaire aux personnels qui ont participé aux essais nucléaires. Ces personnes ont permis à la France d'asseoir sa souveraineté et son autonomie stratégique. Vous avez parlé en commission, Madame le rapporteur, de fierté. Je pense que vous avez raison et il faut aller dans ce sens. Enfin, nous devons rappeler que ce déficit d'indemnisation a été quelque peu pris en compte lors, il y a 1 mois ici, du vote de la loi de programmation militaire. L'article 4 de la loi Morin a été modifié en faisant du CIVEN, ce qui était réclamé par beaucoup, une autorité indépendante. Cela permettra de répondre aux craintes de ceux qui considéraient que le CIVEN était à la fois juge et partie. Alors pour conclure, mes chers collègues, vous voyez bien que ce n'est pas la loi ni son contenu qui sont à améliorer, mais c'est bien leur réalisation concrète et matérielle. Au nom du groupe UMP, nous espérons que les modifications et que votre rapport, mes chers collègues, porteront leurs fruits
et que ceux qui demanderont réparation pourront voir leur demande légitime satisfaite. Il en va de l'honneur de notre République, Monsieur le ministre, envers ceux qui l'ont servi. En tant que législateurs, nous devons nous assurer que leur dignité ne sera pas bafouée. Aussi, si le précédent gouvernement a su poser les fondations législatives permettant de mettre fin à un tabou historique, nous souhaitons, Monsieur le ministre, que votre gouvernement parachève et améliore les conditions des indemnisations. Dès lors, Monsieur le ministre, je ne doute pas que vous saurez nous proposer de nouveaux ajustements permettant un réel accomplissement des objectifs de la loi. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est maintenant à Monsieur Jacques Bernard-Magnier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. De 1959 à 1996, la France a réalisé 210 essais nucléaires aériens ou souterrains dans le Sahara algérien et sur des atolls de Polynésie. Ces essais ont rendu possible la mise en place durable de notre force de dissuasion nucléaire. Si les progrès technologiques ont ensuite permis que des simulations informatiques remplacent les essais, l'efficience de notre système d'armement nucléaire repose encore actuellement sur les données accumulées lors de ces essais. Dès lors, la reconnaissance et l'indemnisation des personnels civils et militaires qui ont contribué à ces opérations, ainsi que celle des populations qui ont été éventuellement exposées, relèvent non seulement de la responsabilité de l'État, mais de la justice et de la solidarité nationale. Pourtant, cette évidence n'a pas toujours été incontournable. Permettez-moi de rappeler qu'il a fallu, au gré de la mobilisation des associations et des politiques, cela a déjà été dit d'ailleurs, 18 propositions de loi pour parvenir à ce qu'un gouvernement dépose un projet de loi. Je veux ici rendre hommage à l'engagement pérenne et intégral de celle qui n'était pas encore notre garde des Sceaux, Christiane Taubira, mais aussi de Jean-Patrick Gilles, André Venthomme, Richard Yaeva, et sur d'autres bancs proches de nous, de Mesdames Dominique Voynet et Michel de Messine. Bien que le groupe socialiste soit abstenu lors du vote de la loi du 5 janvier 2010, refusant de voter un texte comportant trop d'écueils, je salue néanmoins le mérite du ministre du gouvernement Fillon de l'époque, Hervé Morin, d'avoir présenté au Parlement un texte dans un contexte où des résistances étaient encore fortes. Aujourd'hui, 4 ans après la promulgation de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les chiffres sont éloquents. Ils ont d'ailleurs été rappelés, je les redonne, alors que l'étude d'impact prévoyait un potentiel de 20 000 demandes d'indemnisation et de 2 à 5 000 dossiers indemnisables. Ce sont seulement 840 demandes d'indemnisation qui ont été transmises et uniquement 11 qui ont été satisfaites, soit un taux d'indemnisation de 1,3 % et en conséquence une consommation des crédits extrêmement limitée. Le problème est donc double. Trop peu de dossiers déposés et trop peu de dossiers indemnisés. Parmi les facteurs identifiés comme participants de cette situation, on peut distinguer ceux qui ont récemment reçu des réponses significatives de ceux qui attendent encore un positionnement plus affirmé. Les amendements à la loi de programmation militaire votés cet automne, réformant en profondeur le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, et validant l'extension du périmètre géographique retenu pour les indemnisations à l'ensemble du territoire de la Polynésie, appartiennent assurément à la catégorie des sujets sur lesquels des avancées primordiales ont été réalisées. Le CIVEN, objet de nombreuses critiques du fait de sa tutelle institutionnelle avec le ministère de la Défense, au point qu'il était considéré par certains acteurs associatifs comme un élément dissuadant le dépôt de dossiers de demande d'indemnisation, va être transformé en autorité administrative indépendante. Alors que le CIVEN soumettait des avis au ministre de la Défense, qui était libre de les suivre ou non, l'autorité administrative indépendante, dont les membres sont désormais nommés par décret du Premier ministre, rendra directement les avis d'indemnisation. En outre,
un médecin y siégera en tant que personne qualifiée représentant les associations et le respect du principe d'examen contradictoire sera mis en place, puisque les requérants auront la possibilité de défendre leur dossier devant le CIVEN. Toutes ces nouvelles modalités, de même que l'extension du périmètre géographique d'indemnisation, qui était jusqu'alors circonscrit aux atolls sur lesquels les essais avaient eu lieu, correspondent à des revendications des associations ou à des préconisations, notamment celles de nos collègues de la Commission de contrôle de l'application des lois, Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir. Manifestement, dans le respect de la loi du 5 janvier 2010, dont la portée symbolique demeure incontestée, des initiatives ambitieuses ont été prises pour tenter de sortir de l'impasse. On ne peut que se féliciter de l'écoute du gouvernement. Cependant, d'autres aspects sensibles restent à trancher et appellent un point d'étape. J'en aborderai brièvement 4. D'abord, en octobre 2013, lors de la 4e réunion de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait évoqué le lancement d'une étude de faisabilité sur la possibilité d'entreprendre une démarche proactive d'identification des personnels ayant été exposés à des radiations afin que celles-ci puissent, le cas échéant, déposer un dossier au CIVEN. Nous savons que la tâche est ardue et sera nécessairement longue. Mais, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que cette étude sera lancée? Ensuite, sachant le rôle essentiel de l'accès aux informations tant pour le traitement individuel des dossiers que pour l'exigence de transparence, la déclassification de documents relatifs aux essais nucléaires est primordiale. Pour preuve, la décision d'étendre le périmètre géographique d'indemnisation en Polynésie n'a été prise qu'à la vue des relevés scientifiques des retombées radioactives déclassifiées en janvier 2013. Une procédure de consultation visant à permettre aux personnes et associations intéressées d'avoir accès aux documents classifiés a été envisagée. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le ministre? S'il est dorénavant acquis que les décisions du CIVEN devront être motivées, le débat sur la méthodologie statistique utilisée par le CIVEN pourrait perdurer. La question est loin d'être sans importance, mais il nous semble qu'elle pourrait être résolue par la réaffirmation constante et répétée que la charge de la preuve dépend de la responsabilité de l'État. Comme l'énonce la loi, le lien de causalité entre les conditions de lieu, de temps et de maladie, lorsqu'elles sont remplies, est un a priori. À l'État de démontrer, le cas échéant, que cette causalité est négligeable. Enfin, conscient des attentes des personnels exposés en matière de reconnaissance, le ministre de la Défense avait envisagé de saisir le grand chancelier en vue de la création d'une distinction honorifique. Qu'en est-il de cette saisine, Monsieur le ministre? Car, à n'en pas douter, la création d'une telle distinction fera l'unanimité dans cet hémicycle. Reconnaître la dette de la Nation aux quelque 150 000 personnels militaires de carrière ou appelés travailleurs civils, qu'ils soient experts ou sous-traitants, qui ont potentiellement été exposés lors de la construction de la dissuasion nucléaire française est un objectif que nous pouvons tous partager. Monsieur le ministre, si beaucoup a déjà été fait ces dernières semaines pour améliorer le processus d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, plus qu'il n'aurait semblé été possible quelques mois auparavant, il nous faut aller au terme de ce processus. C'est un impératif de justice, et c'est bien parce que c'est un impératif de justice que pour nos concitoyens, comme pour les populations locales concernées, que le Président de la République s'y est engagé lors de son voyage en Algérie de décembre 2012, appelant à ce que la loi soit pleinement appliquée. Pour conclure, mes chers collègues, permettez-moi une appréciation à propos de notre commission de contrôle de l'application des lois. Le débat que nous menons aujourd'hui est l'exemple patent des apports essentiels que cette commission peut fournir, en particulier pour son rôle d'étude et d'évaluation de la réalité de la loi. Le mandat de notre commission, novatrice et parfois discutée, ne saurait être limité à une notabilité de décret. Dans le cas présent, la loi du 5 janvier 2010 était totalement applicable 6 mois après sa promulgation. Pourtant, chacun s'accorde à constater que, pour reprendre les termes de l'excellent rapport de nos collègues Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir, la loi ne produit pas ses effets. L'enjeu n'était donc pas de contrôler le calendrier de publication des décrets, mais bien de localiser la source du dysfonctionnement, de le comprendre précisément et d'envisager des pistes de correction. Appréhender le fonctionnement de la loi après sa promulgation, tant dans la matérialisation des règles qu'elle édicte que dans les dispositifs dont elle use, est une ambition démocratique qui reste encore à rationaliser. Qui mieux que les parlementaires ont la légitimité
et la compétence pour cette entreprise. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Aline Archambault pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission pour le contrôle de l'application des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, en janvier 2012, nous examinions dans ce même hémicycle une proposition de loi de notre collègue Richard Toueyava sur le suivi des conséquences environnementales et sanitaires des essais nucléaires français en Polynésie. L'indemnisation des conséquences de ces essais en Polynésie comme au Sahara n'était pas directement notre sujet, mais le groupe écologiste et plusieurs collègues des autres groupes s'étaient déjà émus de l'application très décevante de la loi Morin. Nous voici 2 ans plus tard à débattre d'un rapport de la Commission pour le contrôle de l'application des lois sur le même sujet, dont on ne peut que saluer l'initiative et le travail salutaire si nous, parlementaires, voulons tenter de rendre effective l'indemnisation de ces victimes et la loi votée à ce propos. Il faut d'autant plus saluer le travail des rapporteurs qu'il a permis de déboucher rapidement, cela a été déjà dit, mais il faut le souligner, il a permis de déboucher rapidement sur des avancées concrètes grâce notamment au véhicule législatif qu'a constitué la loi de programmation militaire adoptée en novembre 2013. Alors, le temps m'empêche de détailler ces avancées. Plusieurs ont déjà été évoquées par les collègues qui sont intervenus avant moi. Mais je me félicite en particulier de l'obtention de l'indépendance du CIVEN, Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, chargé donc de l'instruction des dossiers d'indemnisation et transformé donc en autorité administrative indépendante. De même, je me félicite de l'introduction d'un début de procédure contradictoire pour les requérants. Le principal point de blocage qui demeure aujourd'hui, selon nous, reste celui du nécessaire équilibre à trouver entre, alors les termes précis sont présomption simple et présomption irréfragable. Cela a déjà été rappelé, si la procédure d'indemnisation a considérablement été simplifiée, en théorie, par la loi Morin, qui instaure notamment un interlocuteur unique, quel que soit le statut du requérant, cette simplification est loin de s'être concrétisée en pratique et au parcours du combattant antécédent a été en fait substitué un autre parcours du combattant engendré par la notion de présomption de causalité avec limite. Au terme de la rédaction de la loi, le demandeur n'a pas en effet à prouver qu'il existe un lien entre la pathologie et les essais nucléaires. La présomption de causalité existe à partir du moment où il justifie des conditions de lieu, de période et de maladie. Néanmoins, cette présomption peut être renversée par l'État s'il apparaît que le risque lié aux essais est négligeable. Et c'est comme cela que la montagne, en effet, a accouché d'une souris. Le logiciel, qui n'a pas été conçu pour cela à l'origine, est utilisé pour déterminer si le risque lié aux essais est ou pas négligeable. Et il conclut presque toujours, on a entendu les chiffres plusieurs fois, il conclut presque toujours un risque négligeable. Ces décisions présentent de fait, et c'est à cela qu'il faut remédier, un aspect arbitraire et opaque. La conséquence, nous la connaissons, elle a déjà été évoquée avant moi par des collègues, alors qu'un peu moins de 1000 dossiers de demande d'indemnisation ont été reçus par le CIVEN en 3 ans, à mettre en rapport avec les 20 000 qui étaient attendus. Ils n'ont de surcroît donné lieu, comme cela a été dit, qu'à 12 indemnisations, soit 1,2% des dossiers déposés. Pourquoi ne pas permettre un réel examen des dossiers au cas par cas? Cela serait plus souhaitable et même davantage conforme, nous semble-t-il, à l'esprit de la loi Morin. Plusieurs rejets de dossiers d'indemnisation ont d'ailleurs été annulés par les tribunaux administratifs suite à des recours des victimes, justement au motif d'une absence d'études au cas par cas et d'une décision de rejet fondée uniquement sur des critères statistiques et non, comme le précise l'article 7 du décret du 11 juin 2010, sur une appréciation des conditions d'exposition. Il est donc urgent de revenir à cette exigence légale. Mes collègues
qui ont porté un amendement en ce sens au moment de la loi de programmation militaire ont eu la déception de se voir opposer l'article 40, alors même que seulement, cela a été évoqué, 266 284 € ont été consommés sur l'année 2012 sur une ligne budgétaire annuelle de 10 millions, inscrits en loi de finances initiale. Cela doit aussi nous interroger sur l'interprétation à avoir de l'article 40. Permettre, sans changer le droit à des bénéficiaires potentiels d'une aide à y avoir accès, est-ce augmenter une charge publique prévue dans le budget? L'État doit-il miser sur le non-recours au droit pour faire des économies en temps de crise? Nous ne pouvons évidemment pas raisonner ainsi. Sinon, nous continuerons à faire des lois pour rien, à travailler des années pour arriver à 12 indemnisations, alors qu'on connaît le nombre potentiel de victimes et le nombre de personnes exposées, au-delà des 150 000 personnes, agents civils et militaires directement mobilisés pour les explosions nucléaires. Il faut ajouter, comme cela a été dit, les populations civiles, à propos desquelles il a été dit en effet qu'il faut s'interroger sur, encore aujourd'hui, le manque d'informations dont elles disposent. Toutes ces victimes, rappelons-le, ont déjà eu à subir les essais eux-mêmes, le manque d'informations sur leur danger effectif, des fuites de radioactivité mal colmatées lors d'essais souterrains, l'immersion à quelques centaines de mètres de l'atoll polynésien de matériel contaminé et un refus longtemps de la part du ministère de la Défense de toute expertise extérieure, comme si toute mesure de radioactivité permettait de découvrir les secrets de la bombe française. Et donc l'État, cela a été dit et je crois qu'il faut le répéter, est responsable de la situation actuelle. Il doit assumer cette responsabilité jusqu'au bout et pas seulement en théorie. C'est le sens du débat que nous avons aujourd'hui, débat qui a été permis par le travail de la Commission. J'espère bien sûr que, Monsieur le Ministre, que l'ensemble des propositions faites par les collègues rapporteurs et par les collègues ici en séance seront entendues et que nous pourrons donc réellement mettre en place un système qui rende justice aux associations de victimes mobilisées depuis tant d'années et qui vraiment le méritent. Je vous remercie. Dans la suite du débat, donc la parole est maintenant à Monsieur Kader Arif, ministre chargé des anciens combattants. Monsieur le Président de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord, au terme de ce riche débat, de souligner, de vous remercier pour la qualité des interventions et quelles qu'aient été les prises de parole. Ces interventions ont rappelé toute l'attention que la nation portait à travers ses représentants que vous êtes aux victimes des essais nucléaires et aux enjeux qui s'y attachent. Et au nom du gouvernement, je m'y associe tout naturellement. Je voudrais vous faire part des éléments que je retiens des rapports parlementaires issus de vos travaux ces derniers mois, et en particulier de ceux menés par Madame la sénatrice Corinne Bouchoux et Monsieur le sénateur Jean-Claude Lenoir. En premier lieu, je tiens à dire, et j'insiste sur ce point, que la loi n'est remise en cause par aucun des rapports. Toutefois, et nous y avons été très sensibles, de nombreuses pistes d'amélioration ont été proposées, notamment sur la procédure de dépôt des dossiers et sur une nécessaire communication du travaux du CIVEN qui, à mon sens, devrait être la plus large possible. Avant de revenir sur l'ensemble des modifications, parce qu'une question a été posée de manière précise, il n'y a pas de remise en cause sur les conditions d'exposition au rayonnement ionisant, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir indemnisation s'il n'y a pas vérification du lien de causalité entre la maladie et les rayonnements aux essais. Et la LPM renforce encore sur ce point les obligations du CIVEN
C'est donc à l'administration qu'il revient d'apporter les éléments pour démontrer que la maladie n'est pas la conséquence d'une irradiation due aux essais. C'est bien ainsi que les juridictions, pour le moment, et devront continuer à le faire, appliquent la loi. Je reviendrai tout à l'heure sur les modifications introduites récemment dans le dispositif à l'occasion des travaux menés avec votre Haute Assemblée sur la LPM, notamment par le biais de l'amendement présenté par Madame la sénatrice Corinne Bouchoux. Je vais prendre un peu de recul pour vous donner mon sentiment 16 mois après le début de l'application concrète de cette loi. Mon sentiment, tout d'abord, est que la loi actuelle mêle, parfois de façon maladroite, reconnaissance et indemnisation, victimes et vétérans. Or, il est clair que la participation effective aux essais n'est pas nécessairement liée au développement d'une pathologie. Il y a donc là une confusion qui devra être levée. Il faut par ailleurs se féliciter de la décision, c'était l'une de vos questions, du ministre de la Défense d'avoir saisi la grande chancellerie en vue de la création d'une distinction spécifique au profit des vétérans ayant participé aux essais. On constate aussi, ça a été rappelé à plusieurs reprises, que le nombre actuel d'indemnisations reste faible, principalement parce que le CIVEN ne reçoit que très peu de dossiers. Le chiffre exact est de 880 au 31 décembre 2013, dont 500 sont recevables et qui ont donné lieu à 13 cas d'indemnisation. On me dit à cet égard que des centaines de demandes, j'ai entendu même des milliers, seraient en attente du côté des associations. Mais ainsi que l'a indiqué le ministre de la Défense à maintes occasions, il conviendra que les associations de vétérans mobilisent leurs adhérents pour les inciter à déposer, il n'y a aucune interdiction, ou pour les inciter à déposer d'éventuels dossiers. Au-delà de l'impact pour les bénéficiaires potentiels, et quelle qu'en soit l'origine, cette situation est d'autant plus dommageable que le trop faible nombre de dossiers ne permet pas aujourd'hui, au regard du poids de la population totale concernée, de réaliser des statistiques fiables et utilisables par nos services. Ce constat d'ensemble, mais aussi les questions qui ont jalonné ce débat, ainsi que les recommandations des différents rapports que je viens d'évoquer, ont conduit Jean-Yves Le Drian à formuler au cours de l'automne une série de propositions. Sur le pilotage des actions liées aux conséquences des essais nucléaires, il était urgent de parvenir à une meilleure coordination interministérielle. Celle-ci bénéficiera au traitement des dossiers en métropole comme en outre-mer. Elle permettra d'étudier un dispositif de reconnaissance qui réponde à toutes les attentes des vétérans, qu'ils soient polynésiens, algériens ou français de métropole. Elle facilitera enfin la diffusion de l'information, notamment les travaux du CIVEN, mais plus encore auprès des populations concernées. Les pistes que vous proposez en ce sens dans votre rapport, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, dépassent pour certaines, vous le savez bien, la seule compétence du ministre de la Défense. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Nous avons retenu des différents rapports parlementaires, mais aussi des échanges informels que nous avons pu avoir avec les associations, l'idée de garantir au CIVEN une réelle indépendance. Et si on regarde d'autres dispositifs d'indemnisation, on constate qu'ils sont souvent confiés à des autorités indépendantes. Cela n'exonère pas les ministères concernés, néanmoins, d'exercer leurs responsabilités, mais cela confère aux décisions une autorité plus évidente. Avec la transformation du CIVEN en autorité administrative indépendante rattachée au Premier ministre, inscrite à l'article 53 de la loi de la programmation militaire, un pas important, et vous l'avez souligné, a été réalisé en ce sens. Dans le domaine de la transparence, nous allons travailler de concert avec le ministère des Affaires étrangères, de la Santé, des Outre-mer, pour proposer lors de la prochaine commission des modalités de diffusion de l'information auprès des populations concernées. L'enjeu en particulier est de rendre plus accessibles donc les travaux du CIVEN. Il n'y a pas, ça a été aussi une des questions posées, aujourd'hui un bilan annuel du CIVEN, mais l'une des avancées est que ce bilan est prévu dans la LPM. Troisième chantier que nous souhaitions étudier cet automne, la possibilité d'associer des médecins reconnus par les associations aux travaux du CIVEN. Cette proposition, qui émanait d'ailleurs des associations, a été écartée au moment du vote de la loi Morin pour des raisons d'impartialité. Le CIVEN s'est toujours montré très transparent, dans le respect bien sûr du secret médical qui entoure les dossiers des demandeurs. Il a accueilli des parlementaires qui ont pu assister à ces travaux et constater, là aussi, pour répondre à l'une de vos questions, qu'il y avait des études des dossiers au cas par cas. Et dès lors que les membres du CIVEN estiment qu'il n'y a pas atteinte au secret professionnel ni au respect dû à la confidentialité de la démarche des demandeurs,
nous sommes et étions favorables à ce que les experts souhaités par les associations puissent assister à l'une de ces réunions, comme l'ont fait les parlementaires. Sur ce point particulier, votre Haute Assemblée est allée plus loin au cours de l'examen du projet de loi de programmation militaire, puisque désormais, le CIVEN comptera parmi ses membres un médecin nommé sur avis conforme du Haut Conseil de la santé publique et sur proposition des associations représentatives des victimes des essais nucléaires. D'utilisation, je ne suis pas un technicien, mais l'utilisation par ailleurs d'un logiciel de calcul de probabilité qui a été évoqué n'empêche en rien l'examen individuel des dossiers, car les éléments spécifiques à chaque demandeur peuvent être introduits et les études peuvent être réalisées avec beaucoup de précision en tenant compte de tous les éléments qui ont été introduits dans ce logiciel. Dans un autre domaine, le ministre de la Défense poursuivra les classifications de documents liés aux essais nucléaires. 200 dossiers environ sont concernés. Dans le courant du mois d'octobre, de nombreux documents ont déjà été déclassifiés, conformément à l'avis de la commission consultative du secret de la Défense nationale et donc transmis aux demandeurs. Une procédure de consultation est à l'étude pour permettre aux personnes et associations éventuellement intéressées d'y avoir accès. Sur l'indemnisation, enfin, une étude sur la possibilité légale, mais aussi pratique, de recenser les personnes ayant été exposées à des radiations pourrait être lancée. C'est le souhait de votre rapport, qui recommande une démarche proactive d'identification des personnels qui ont pu être exposés pour les informer de l'existence et des travaux du CIVEN. Question budgétaire aussi qui vous a interrogé et qui a été évoquée. Vous direz un mot là-dessus. Dès lors que la loi crée un droit, l'on ne peut invoquer le manque de crédit pour refuser l'indemnisation. Ce ne sont pas des crédits d'intervention modulables. Pour conclure, je veux donc saluer la proposition du Sénat, le travail qui a été fait, proposition du Sénat sur le CIVEN, qui transforme cette commission consultative placée auprès du ministre de la Défense en autorité administrative indépendante. Cette évolution clarifie le positionnement de cette institution. Il donne des garanties aux demandeurs en levant l'ambiguïté qui faisait que le ministère de la Défense pouvait apparaître jusqu'alors comme étant juge et partie. Les débats ont confirmé que notre volonté commune était bien d'aboutir à un système juste et transparent, qu'il fallait qu'il y ait des évolutions. J'ai le sentiment que ces évolutions proposées par le gouvernement depuis plusieurs mois s'inscrivent pleinement dans cette démarche et répondent aux objectifs qui sont les vôtres, en fait aux objectifs qui sont les nôtres. Je vous remercie. Voilà pour ce débat qui s'est tenu hier dans l'hémicycle à propos de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Vous l'avez entendu à travers les voix de Corinne Bouchoux ou encore de Jean-Claude Lenoir. Il y a de nombreux efforts à faire pour améliorer la loi du 5 janvier 2010. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. À 16h30, ne manquez pas les vœux de François Hollande aux Forces armées, puis 24h Sénat avec Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.